Deuxième partie de l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Baran Ndiaye, consultant en innovation technologique, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Michel Abdelwahab, professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda, en Angola. Nous parlions donc de cette réélection du président nigérian Muhammadu Buhari face à Atiku Abubakar, son principal adversaire. Alors au total, ce sont 72 candidats qui étaient en liste, mais effectivement, et on l'aura tous bien compris, la véritable bataille se jouait entre ces deux personnalités. Atiku Abubakar, ancien vice-président, 72 ans, il s'est présenté déjà à 4 reprises à l'élection présidentielle. Baran Ndiaye, est-ce que ce n'était pas la candidature de trop là? Est-ce que ça ne va pas finalement contribuer à couler finalement le PDP qui est véritablement en difficulté? C'est pas faux ce que vous dites, Zara, parce qu'effectivement, ça peut être vu comme la candidature de trop. Pourquoi? Parce que j'ai même peur qu'il ait porté, qu'il assume les défauts et la mauvaise gouvernance de Goodluck Jonathan, qui est issu du même parti. Donc je pense que le PDP a grillé toutes ses cartes lors de cette élection de trop, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on sait tous que Muhammadu Buhari était malade sur une longue durée. On sait tous qu'il a fait de son mieux. Il a fait que faire de son mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire et il a été largement élu. Je pense que le PDP doit faire des réformes en profondeur et mettre en place une rupture par rapport aux générations, parce que qu'on le veuille ou pas, si on étudie bien la physionomie de ces deux camps-là, on va se rendre compte que Buhari, qui va diriger le pays, il en a 76 déjà. Au bout de 4 ans, à la fin de son mandat, il aura 80 ans. Et pareil pour Atiku Abubakar. Donc il faut renouveler en fait les effectifs de ces partis, la vision et les orientations. La difficulté de faire parvenir à cette réforme qui est justement judicieuse pour la vie non seulement du parti mais aussi du Nigeria, de la vie politique nigériane, c'est que au Nigeria c'est comme une sorte de caste, quoi. Tout se joue au niveau des chefs coutumiers, des fameux Igwe. Et aussi des gouverneurs, ce sont eux, c'est Igwe qui décident en réalité. Voilà, c'est comme une sorte de pacte. Ce sont des autorités ou des gouvernorats, voire des présidences tournantes. On s'est dit, voilà, à telle période, ce sera telle personne, à telle autre, ce sera telle autre. Et ils se marient entre eux, ils sont des castes, vraiment proprement parler, au sens où les Indiens le conçoivent, de telle sorte que les grands dirigeants politiques du Nigeria ne peuvent sortir que de cette caste. Or, le danger, comme je l'ai présenté tout à l'heure avec le problème du désamour des jeunes, c'est que comme les jeunes sentent que la démocratie ne leur apporte pas quelque chose concrètement pour leur avenir, et que ça va finir par des manifestations, ça va finir par la protestation, ça va finir par un chamboulement, et un chamboulement qui va passer simplement par la force, puisque ce sera difficile un petit peu de dire aux personnes qui ont le pouvoir, qui ont l'influence en plus, parce que les deux sont difficiles à obtenir à la fois, le pouvoir et l'influence, eux ils l'ont, ceux qui forment cette caste, de dire, voilà, renoncez à votre pouvoir ou à la limite à votre influence pour laisser la place aux autres. C'est une bataille qui sera difficile pour la jeunesse nigériane, mais qu'il faudra mener. Pour moi, cela s'impose en fait. Il faut juste prendre l'exemple du pays où on est actuellement. En France, Macron, il était élu 40 ans, 41 ans. En Grèce, Alexis Tsipras, c'est pareil. On va se dire qu'au Zimbabwe, Nelson Chamisa, c'était pareil. Au Sénégal, il y a quelqu'un qui monte, Ousmane Sonko, pareil, tout jeune. C'est-à-dire qu'ils portent la jeunesse les porte. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut accepter le renouvellement des classes politiques. L'Algérie, qu'est-ce qui se passe actuellement? En Algérie, on voit que la jeunesse est dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être dirigés par quelqu'un qui a cet âge avancé là, même si sa tête est encore sur ses épaules. Michel Abdelwahab. Et puis, je pense que c'est le seul président par rapport à ses prédécesseurs qui a essayé de faire un peu de social. Par exemple, il a négocié avec la Banque mondiale une aide le versement d'une prestation de $16 par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, pour les 5 millions de Nigérians les plus pauvres. Bon, il a essayé de faire un petit peu de social, il n'a pas, durant sa dernière mandature, il n'a pas été accusé de vol, de détournement de fonds. C'est quand même déjà une rupture par rapport à ce qui s'est passé avant. Et je pense que l'électeur nigérian a pris ça en compte. Alors en tout cas, l'opposant Atiku Abubakar a dénoncé ce mercredi une parodie d'élection. C'est ce qu'il dit. Il parle de nombreuses irrégularités. Il dit vouloir saisir la justice pour contester les résultats.
Alors, est-ce que le Nigeria se dirige là vers un contentieux électoral et peut-être aussi quelque chose de plus grave, puisqu'on a vu quand même que ce scrutin a été émaillé de violences meurtrières. Donc, quand même un contexte assez inquiétant. Oui, mais on peut s'attendre bien sûr toujours à des violences post-électorales. C'est assez classique maintenant en Afrique, il ne faut pas se voiler la face. Les opposants sont dans leur rôle, qui jouent bien, mais sont souvent des mauvais perdants, quelque part. Et ça, on le sait tous. Donc moi, je pense que ce que évoque actuellement Atiku Abubakar, c'est le nombre de bulletins invalides. D'accord, et invalidés, qui se retrouvent à quelques millions, même pas des milliers. Et donc ça, l'ANEC, qui est en fait, on va dire, la commission électorale, a bien dit que ce n'était pas recevable dans un premier temps. Après, maintenant, ça dépend de quels recours légaux il va souscrire pour faire valoir ses droits, en tout cas. Moi, je préfère recourir à tout ce qui est organe de contrôle après les élections, au lieu de pousser la jeunesse africaine dans la rue où ça fera des flambées de violence et ce sera contre-productif et l'image même du pays et de l'Afrique en général. Barandiaï, Patrick Boye. Merci. La difficulté, c'est que ça commence à devenir un petit peu une tradition. Hein. Au Gabon, nous avons un opposant qui réclame jusqu'aujourd'hui sa victoire, hein, volée, Jean Ping. Au Mali, nous avons Soumaïla Cissé qui réclame toujours sa victoire volée. Au Congo, Kinshasa, nous avons Martin Fayulu qui réclame sa victoire volée. Ça commence à devenir un petit peu pléthorique. Ça, c'est un problème. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses, que les opposants sont des mauvais perdants. Les opposants en Afrique ne sont pas vraiment des mauvais perdants. Simplement, on a eu des difficultés avec le début de la démocratie. En général, j'ai dit. Moi, je ne dirais pas vraiment en général. Le problème, c'est ça. L'arrêt de la Cour, l'arrêt courageux et volontariste de la Cour constitutionnelle du Kenya nous a révélé quelque chose de très sérieux que les opposants ne contestent pas seulement pour contester. Quand la justice constitutionnelle, la justice fonctionne correctement dans un pays, il y a moyen de relever des irrégularités, il y a moyen de refaire les élections. Mais simplement, on considère aujourd'hui les élections en Afrique comme une mécanique à sens unique. C'est-à-dire, on y va, on ne va pas revenir en arrière. Quand c'est enclenché, c'est enclenché. Quand on proclame un vainqueur terminé, il n'y a plus d'argent derrière pour organiser d'autres élections. Or, ce n'est pas comme ça que ça marche en démocratie. Une élection peut être annulée quand elle est mal organisée. Mais simplement, quand la société civile, pour ne pas parler des opposants, commence déjà à tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a des problèmes d'impréparation, il y a des problèmes d'organisation d'élections, personne ne fait attention à ça. Et si les opposants, comme dans les années 90 et début des années 2000 faisaient, ils se disent, voilà, dans ces conditions, on ne peut pas y aller. On leur dit quoi? Vous faites la politique de la chaise vide, alors vous êtes perdant, vous n'avez à vous apprendre qu'à vous-même. On l'a vu au Togo, on l'a vu plusieurs fois au Gabon. Dans le cas du Nigeria, on a fait attention à ça, parce que le Nigeria, il y a 2 semaines, les élections ont été reportées, parce qu'on a tenu compte, bien sûr, des alertes de la société civile et de l'opposition. Bah oui, justement, c'est pour ça que je dis, quand la démocratie fonctionne normalement, on peut dire que l'opposition ne crie pas simplement pour crier, par plaisir de crier, parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des problèmes dans un pays, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait des morts, puisque tout le monde a besoin que les gens soient en bonne santé, qu'ils travaillent pour contribuer pour le bonheur d'un pays. Rien ne ferait plus plaisir à un dirigeant, à l'ancien chef d'État, de dire que voilà, moi j'ai trouvé le pays à tel endroit, grâce au travail des citoyens, nous sommes arrivés à tel niveau. Mais simplement, il faut qu'on comprenne que les élections ne sont pas une mécanique à sens unique. Quand on y va, on peut aussi faire stop, comme c'était au Nigeria, ou marquer une pause, ou quand simplement on dit on annule tout comme au Kenya et on refait les choses. Il faut se donner les moyens. Si on a les moyens d'organiser des élections, il faut se dire voilà, c'est comme une personne qui achète une belle voiture. Cette voiture, vous la sortez chez votre concessionnaire. Le même jour, vous avez un accident, la voiture elle est déclassée, c'est normal. Il faut recommencer à zéro, acheter une autre voiture. C'est comme ça avec les élections. Il faut qu'on s'habitue à cela et petit à petit, nous aurons un vrai système démocratique en Afrique. Alors, sur le contexte toujours pré-électoral, post-électoral, pardonnez-moi, est-ce que le Nigeria n'est pas là face à une régression? Michel Abdulwahab, on se souvient quand même qu'en 2015, lorsque le président Mohamedou Buhari a été élu, alors aussitôt son prédécesseur, Jonathan, a décroché le téléphone pour immédiatement l'appeler et finalement le féliciter. Donc tout s'est passé relativement dans l'ordre des choses. Et là, on est là face à peut-être un contentieux électoral qui est en train de se dessiner. Alors, tout dépend de la personnalité des deux opposants, entre Goodluck Jonathan et Atiku Abubakar. Oui. Manifestement, Goodluck Jonathan était assez
heureux de quitter la présidence à l'époque. Ce qui est rare. Il était assez content de ne plus être aux affaires et donc d'avoir un successeur qui avait déjà fait ses preuves au niveau de la gestion des États du Nord et puis son passé dans l'armée. Alors maintenant, contentieux électoral, 41 à 56%, ça fait quand même beaucoup. J'espère qu'au Nigeria, il y a des institutions qui contrôlent, qui valident, parce que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait une confiance dans l'organisation et dans les institutions qui contrôlent cette organisation. Alors après, ensuite, une régression, je ne suis pas sûr, non, je ne pense pas. Je pense que ça vient peut-être aussi de la personnalité de cet opposant. Quelque part, je pense bien, parce que c'est pour ça que je caricature en disant que la plupart des opposants sont des mauvais perdants, quelque part, des fois, parce que là, le gap, il est visible quand même, c'est 54 contre 41%. Ça fait beaucoup. Et carrément, le nord du Nigeria, tout le monde sait la densité de la population qui existe dans cette zone, et tout ceci a été remporté par le président Buhari. Donc la différence se joue à des millions d'électeurs. De voix. À des millions, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'écart est de plus ou moins plus de 3 millions de voix, puisque le président Mamadou Buhari est à 15 millions et 15 millions et demi, et Atiku Abubakar est à 11 millions et demi. C'est pour ça qu'il réclame les 3 millions de plus de 3 millions. Validés, en fait. Exactement. Parce qu'il va rattraper ce gap-là. Mais il faut savoir qu'il y a, en gros, il y a 80 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, sur une population de 206 millions. Ce n'est pas négligeable. Et 28 millions à peu près simplement sont allés voter. 28 millions seulement. Dans ces 28 millions-là, qui est beaucoup plus large que la population du Sénégal entier, et vous avez 56%, c'est que ce n'est pas négligeable. Pour moi, il a été plébiscité, il faut le reconnaître, même si le bilan n'est pas extraordinaire ni faramineux. C'était l'homme qui était là au bon moment et qui a su gérer avec le minimum qu'il avait. Alors, ce qui est certain, c'est que maintenant, il faut qu'il rassemble au regard du taux de participation, mais aussi de ce qui se passe au sein même de son propre parti. Donc là, le mot, peut-être le maître mot aussi, c'est le rassemblement finalement, Patrick Mboyo. Tout dépendra de la façon dont il va aborder le problème avec Atiku Abubakar, puisque beaucoup des gagnants aux élections commettent cette erreur de tout de suite. En fait, je veux faire comme qui dirait, les chiens aboient, la caravane passe. Bon, c'est une erreur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Mali, même si comparaison n'est pas raison. Le président Ibeka a compris qu'il ne peut pas continuer à diriger le Mali comme ça sans qu'il y ait un dialogue avec Soumaïla Cissé. C'est lui-même qui a demandé le dialogue avec Soumaïla Cissé. Et ça a commencé cette semaine, ça va se poursuivre la semaine prochaine pour l'intérêt du Mali. Donc quand vous avez en face une personne qui a déjà 41%, c'est pas mal. On n'est pas loin de la moitié, à 8 points de la moitié des électeurs, ou en tout cas des suffrages exprimés. Le mieux, c'est de pouvoir faire profil bas et de pouvoir dialoguer avec la personne en face et lui apporter certaines garanties, puisque quand il y a échec, cet échec peut être individuel, ça peut aussi être collectif. On peut chercher des voies et moyens pour atténuer les conséquences de cet échec au plan collectif du PDP et lui faire accepter son échec au plan individuel, c'est-à-dire au niveau de sa candidature. Mais si comme le font certains candidats qui arrivent à gagner les élections, ils se font fi du perdant et de son camp. Ainsi, l'échec devient individuel et collectif. Et là, ça engendre des frustrations. Et dans ce cas, le pays a du mal à avancer. C'est le cas aujourd'hui, notamment RDC. Et au Gabon, le Gabon, depuis plus de 3 ans aujourd'hui, souffre toujours de ce problème de l'élection mal passée ou contestée d'Ali Bongo. Alors, on va peut-être revenir un moment dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo sur cette réélection du président nigérian Muhammadu Buhari. 4 millions de voix de plus que son adversaire Atiku Abubakar ont permis à Muhammadu Buhari de rempiler pour 4 autres années à la tête du Nigeria. Mais le fait marquant de cette élection est le faible taux de participation qui était de 33,2% contre 44% en 2015. Muhammadu Buhari, du All Progressive Congress, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et réélu. Ayant obtenu 15,2 millions de voix, soit 56% des suffrages exprimés, Muhammadu Buhari doit faire face aux mêmes défis que sous son premier mandat. Terrorisme, violence intercommunautaire et lutte contre la corruption, entre autres. Buhari a pris le pouvoir il y a 4 ans.
Et la situation qui était il y a 4 ans n'est plus la même. L'emprise des terroristes sur le pays a vraiment diminué parce que les terroristes ne sont plus en mesure, comme ils le faisaient avant son arrivée, de prendre des positions, de prendre des bases militaires et de contrôler des villes. La situation économique du pays, il y a encore des efforts à faire, mais il a fait un grand effort au niveau de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, les comptes publics, les pouvoirs publics sont beaucoup mieux contrôlés en fait qu'avant. La lutte contre la corruption n'est pas une lutte qu'on gagne. Non, c'est une lutte qu'on parfait. Le parti de l'opposant Atiku Abubakar a rejeté les résultats et entend déposer un recours judiciaire. Mais les chances qu'il aboutisse sont infimes, la commission électorale étant réputée indépendante. Alors on a vu un petit peu là, les défis qui attendent le président Mahamadou Bouhari, attendu sur la question économique, sur la question sécuritaire. Alors, comme un nouveau mandat qui s'ouvre pour le président, mais toujours les mêmes défis qui étaient là et qu'il devait relever en 2015 lorsqu'il a pris les rênes du pays, Michel Abdelwahab. Oui, l'urgence, bon, c'est le sécuritaire avec Boko Haram, mais pas seulement Boko Haram, il y a aussi les pirates du Delta qui pillent le pétrole, qui prennent des gens en otage. Bon, Boko Haram, très clairement, la semaine dernière, je crois, 500 soldats tchadiens sont rentrés au Nigeria. Donc Boko Haram, c'est pas fini. Et puis il y a ce défi économique, sortir du piège de la rente pétrolière. Imaginez le Nigeria avec 400 millions d'habitants et un baril à $30. C'est la catastrophe. Donc il est impératif pour le gouvernement d'impulser une dynamique de diversification économique de l'industrie, parce que par nature l'économie nigériane est plutôt axée sur le développement de l'industrie, mais aussi des services, mais aussi de l'agriculture, de façon à sortir du piège de la rente pétrolière. Il n'est pas possible qu'un pays de 400 millions d'habitants, dans 30 ans c'est demain, puisse être dépendant à ce point d'une variable macroéconomique telle que le prix du baril fixé à Londres ou à New York, que cette croissance, que le niveau de vie de ces populations dépendent d'une variable qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications sur voilà, ce décryptage de cette réélection du président Mahamadou Bouhari. Alors vous restez avec moi, j'aimerais vous entendre dans quelques secondes après cette pause sur la mobilisation des étudiants en Algérie contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. On en parle dans un instant, à tout de suite.